Bonjour, merci de cette invitation. Ces exposés m'ont donné l'occasion de me rendre compte que j'avais beaucoup de concordance de vues avec Pierre Pagès, donc ça me fait plaisir. Je vais aborder la question de la sécurité alimentaire sur un mode relativement différent de ce qui a été présenté, peut-être complémentaire. Le but de mon exposé, ça va être d'abord de questionner le fait de revenir très souvent au quantitatif et au global pour raisonner cette question-là, qui est un peu un piège, et je pense qu'on le voit un peu au travers des trois exposés, et qu'il y a une réalité locale et nationale et régionale qui est un peu différente de ces grands chiffres et de ces grands équilibres mondiaux. Et la deuxième chose, je vais questionner en quoi les transformations des agricultures du monde aujourd'hui interpellent la question de la sécurité, non pas alimentaire, mais nutritionnelle. Donc je vais vous présenter des travaux relativement originaux là-dessus, qui viennent d'être publiés par le CIRAD, auquel j'appartiens. Donc d'abord, je vais parler d'abord du concept d'insécurité alimentaire, qui est un concept extrêmement flou. Et là, je suis d'accord avec Hervé Lebras pour dire qu'il faut se méfier des chiffres qu'on lit. Ensuite, je parlerai des transformations actuelles des agricultures du monde, dans leur grande diversité. Puis ensuite, je présenterai ce travail sur le lien entre développement agricole et statut nutritionnel, non pas du monde, mais des producteurs eux-mêmes. Alors d'abord, il faut savoir que la définition de la sécurité alimentaire, ça a été une longue négociation. La première date de 1974, elle ne faisait référence qu'à du quantitatif et qu'à du global. 15 ans de négociation après, en 1996, on arrive à une définition qui parle du qualitatif, du culturel, du nutritif, et du local et de l'accès, très important. Et aujourd'hui, on est sur une négociation, donc 15 ans après 1996, ou plus que ça, qui veut introduire la notion de sécurité nutritionnelle. Et on va le voir dans mon exposé, c'est un des aspects qui est pour l'instant le plus difficile, puisqu'on a changé un peu de paradigme. Aujourd'hui, on n'a plus de carence au niveau global calorique, mais on a des véritables problèmes nutritionnels à régler. Donc, on a parlé des 4 piliers, j'y reviens pas, mais je veux souligner le fait que très souvent, quand on parle de ces équations globales, on est ramené à la disponibilité. On parle très peu de l'accès, on parle très peu de la qualité nutritionnelle des aliments, et on parle très peu de la stabilité dans le temps et dans l'espace. Enfin, on en a parlé grâce à Pierre Pagès, mais on est ramené très souvent à l'histoire de la disponibilité. Est-ce que l'agriculture peut produire ? On appelle ça au CIRAD le syndrome des 70%. La FAO a décrété qu'avec ces courbes dont Hervé Lebras a montré qu'elles étaient assez fuzzy, et avec ces hypothèses de production et de rendement, il faut augmenter la production de 70%. Tout le monde, maintenant, quand il écrit un article sur la sécurité alimentaire, se sent obligé de dire il faut donc augmenter la production de 70%. Et donc, quelles que soient les recherches qu'on fait, ne serait-ce que pour augmenter la résistance du blé à la rouille, on dit mais c'est parce qu'il faut augmenter la production de 70%. Or, personne n'explique pourquoi il y a encore 1 million de ménages français qui font la queue au Resto du Cœur, sécurité alimentaire, et alors que les rendements dans le bassin parisien, en termes de céréales, augmentent. Et quand vous allez à la FAO, vous dites comment vous avez calculé ce chiffre de 70%, personne ne peut vous répondre. La preuve, c'est qu'ils ont recalé ça à 54% récemment, et que ça pourrait être tout aussi bien 30% si on arrivait à économiser en termes de pertes. Donc c'est pour vous dire que c'est assez délicat de manipuler ces concepts-là dans la grande diversité du monde d'aujourd'hui et avec des chiffres très, très, très difficiles. Une certitude, c'est que si on s'adresse, on va voir après comment sont calculés les chiffres FAO, mais par rapport à la production de kilocalories disponibles pour la population et le nombre d'affamés d'après la FAO, ben, ce n'est pas de courbes qui sont corrélées à l'évidence. Donc ce n'est plus une question de disponibilité globale, à l'évidence, c'est vraiment une question d'accès et de répartition. Vous voyez ici la courbe moyenne des kilocalories disponibles, apparentes, en moyenne, par continent, l'Afrique subsaharienne, l'OCDE. Vous voyez que l'accès, l'augmentation du nombre moyen de kilocalories apparents, encore une fois, est très différent selon les continents, selon les pays, selon les régions, selon les villages. Au sein même d'une même famille, on a des accès aux calories, aux nutriments extrêmement différents. Et donc, on est obligé de confronter plusieurs angles d'attaque dans cette question très complexe de la sécurité alimentaire. D'abord, des angles d'échelle. Qu'on parle global, on parle commerce, on parle régulation mondiale, ce qu'on vient d'entendre. Qu'on parle national, on parle de souveraineté alimentaire, de politique nutritionnelle. Qu'on parle régional, on parle de développement agricole, de rémunération des agents, de développement économique. Qu'on parle jusqu'au niveau des ménages, on parle de la question de la répartition, de l'accès à la nourriture, la façon dont on nourrit les bébés, dont on s'occupe des vieillards. C'est ça la sécurité alimentaire. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on oublie de parler, quand on parle de ces chiffres-là, des problèmes de stabilité dans le temps. Les périodes de soudure existent dans tous les pays du monde.
on a fini la période de récolte, on est en abondance, et puis on tire, jusqu'à ce qu'on ait la prochaine récolte. Et généralement, il y a une période de soudure difficile. Et cette période de soudure est une donnée claire de l'agriculture des pays du Sud aujourd'hui. Comment on la prend en compte dans la sécurité alimentaire en termes d'accès au niveau temporel? Ensuite, on a un problème de distinction entre la sécurité d'urgence, l'urgence humanitaire, on envoie des cargos de vivres, et puis les problèmes structurels. Et autant l'émotion est souvent présente quand il s'agit d'épauler des catastrophes humanitaires, etc., autant aujourd'hui, le PAM, le Programme alimentaire mondial, se rend compte que les situations d'urgence humanitaire, il y a des abonnements aujourd'hui, certains pays, qui s'abonnent finalement à un appui. Et donc, il y a une espèce de frontière qui disparaît entre une insécurité alimentaire structurelle et les urgences humanitaires. Et donc, quand on parle d'insécurité alimentaire, on a des regards très différents entre l'urgentiste, entre l'humanitaire, entre l'agronome, entre le médecin, le nutritionniste, le politique. Et ça rend une très grande complexité dans cette problématique. J'avais envie de vous présenter un tableau d'impressionniste pour vous dire que, en fait, les petites touches de compréhension de cette énorme problématique complexe ne pouvaient se faire que par des petites touches de lumière qui vous fait apparaître un objet plus clairement à un moment, mais disparaître de l'autre côté. C'est donc difficile à saisir. Alors je vais poursuivre en abordant l'aspect qualitatif de la sécurité alimentaire. On a pratiquement dépassé le problème calorique aujourd'hui, y compris dans les pays qui sont, on va le voir dans les chiffres, mais par contre, les problèmes de ce qu'on appelle la faim cachée, c'est-à-dire les carences nutritionnelles, sont extrêmement encore prégnants. Et on le voit aujourd'hui, je vais vous montrer deux exemples. On parle de 2 milliards de personnes dans le monde déficientes en iode, on parle d'1,5 milliard de personnes déficientes en vitamine A, on parle de près de 2 milliards déficients en fer, principalement des femmes et des enfants. Et donc on a une faim cachée qui est une véritable composante de la sécurité ou de l'insécurité alimentaire qui n'a pas de rapport avec les calories. La deuxième chose, c'est que la malnutrition, la sous-nutrition ou la malnutrition a des déterminants multiples. Ce n'est pas le fait de pouvoir acheter de la nourriture. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les problèmes sanitaires, il y a aussi des croisements avec des maladies infectieuses, des états de santé. On peut absorber beaucoup de calories et ne pas les digérer, on peut absorber des nutriments et ne pas les assimiler. C'est une question de soins apportés aux enfants. Je vais vous montrer dans l'exemple plus tard que quand on réussit des bons rendements agronomiques, si on mobilise trop les femmes au champ, on s'occupe moins des enfants et les statuts nutritionnels des enfants baissent. Et donc c'est une question qui est évidemment multisectorielle. La troisième chose, Bertrand Schmitt l'a montré, c'est le problème du surpoids et de l'obésité. Et les quelques chiffres que je vais vous montrer ici montrent qu'à l'évidence, comme l'a montré Bertrand, ce n'est plus un problème du Nord par rapport au Sud, c'est dans tous les pays du monde. Et ça se développe aux allures d'une épidémie. Et la nouveauté, si vous voulez, c'est qu'il y a concomitance, non pas des deux problèmes à résoudre, au niveau global, au niveau des pays, mais c'est une véritable concomitance au niveau des familles. Vous avez des familles dans les pays du Sud qui ont des problèmes de surpoids et aussi des problèmes de sous-nutrition. Et vous avez même au sein des mêmes individus des problèmes d'obésité avec des carences en fer. Donc l'insécurité alimentaire, si vous la déclinez jusqu'au bout en termes qualitatifs, vous arrivez à une situation qui est très très au-delà du quantitatif calorique. Et la chose qu'on peut dire, c'est que toutes les études le montrent, c'est que, in fine, c'est les femmes et les enfants qui souffrent le plus de cette situation-là, de très loin. Donc quand on dit l'agriculture nourrit les hommes, oui, mais effectivement, il faut qu'ils nourrissent les femmes et les enfants aussi, et peut-être. Je vais vous donner deux exemples, si vous voulez, sur cette importance sur le statut nutritionnel. Une enquête qui a été réalisée dans 5 pays sur 11 micronutriments avec des femmes allaitantes et des femmes non allaitantes par rapport à 11 micronutriments très importants, dont des vitamines, etc. Et c'est le statut nutritionnel de ces femmes qui est montré ici. Vous voyez que dans aucun des cas, on a une situation acceptable et que les femmes allaitantes sont généralement plus carencées en micronutriments que les femmes non allaitantes. Et dans certains pays, on est extrêmement loin d'un niveau acceptable. Quand on sait que ces carences-là génèrent des retards intellectuels, des problèmes de santé qui sont irrécupérables sur la vie, vous connaissez l'histoire de la fenêtre des 1000 jours, depuis la conception jusqu'aux 2 ans et demi de l'enfant, c'est là que se forme le cerveau. Un enfant qui a été malnutri pendant ces 1000 jours gardera des stigmates toute sa vie. Et si on fait un calcul économique, un impact économique considérable sur la capacité des pays à produire et à vivre correctement. Deuxième exemple, c'est donc le surpoids et l'obésité.
Et une traduction très claire de cette réalité des choses, c'est que la santé publique dans le monde a changé. Vous voyez ici une courbe dans le Bangladesh, où vous avez l'évolution des causes de mortalité entre 1986 et 2006. En bleu, vous avez les maladies infectieuses, et en rouge, les maladies non infectieuses, c'est-à-dire en gros les maladies dégénératives, qui sont largement liées au surpoids, aux problèmes d'alimentation, de dérèglement de l'alimentation, maladies cardiovasculaires, cancers qui sont liés, sans que ce soit toujours explicable par ça. Vous voyez l'explosion dans un pays comme le Bangladesh d'une cause de mortalité directement ou plus ou moins directement liée à l'alimentation et d'une baisse des causes de mortalité liées aux maladies infectieuses. Grand succès des politiques publiques pour la vaccination, etc. Incapacité de ces mêmes systèmes de politique publique à répondre à cette énorme question de nutrition. Très grande difficulté. Alors, je n'insiste pas sur quelle géographie de la faim aujourd'hui. Bertrand Schmitt l'a montré, on le sait, il y a des pays qui ont une concentration d'affamés, puisque 7 pays regroupent les 2 tiers d'affamés du monde. Je voudrais simplement dire, c'est que, pour faire écho à ce que disait Hervé Lebras, les statistiques sont absolument fausses. D'entrée, on le sait. Qu'est-ce qu'on décrit quand on parle des 800 millions d'affamés de la planète, ce que disait Bertrand Schmitt sur les sous-alimentés? C'est simplement un ratio entre un nombre de kilocalories apparemment disponibles, après les pertes, après ce qu'on a donné aux animaux, après ce qu'on a importé, ce qu'on a exporté, sur le nombre de personnes qu'il faut nourrir. C'est seulement ça. Ce nombre de personnes sont liées à des recensements. Quelquefois, la FAO rajoute 20 millions d'Indiens parce qu'on a fait un recensement, ça change de ratio, etc. Et ça ne donne absolument pas de notion de l'accès. Donc c'est un chiffre dont on sait qu'il ne traduit pas une réalité. Et je vais vous montrer un autre chiffre qui a été fait depuis un certain temps, qui est beaucoup plus dit, qui s'appelle le GHI, le Global Hunger Index, qui est un chiffre qui combine 3 indicateurs, qui les somme. C'est l'indicateur FAO, avec le nombre de personnes apparemment n'ayant pas le nombre de calories, donc très calorique, et puis 2 indicateurs très intéressants d'effet de la malnutrition. La mortalité infantile à moins de 5 ans et la proportion d'enfants en sous-pondération. Et cette somme-là traduit aussi un effort institutionnel invraisemblable dans le monde des Nations Unies d'allier la FAO, l'OMS et l'UNICEF pour faire un indicateur commun. Puisque très souvent, on accuse la FAO de traiter les problèmes en silo et de manquer. Cet indicateur-là est très intéressant, et je vais vous dire pourquoi. Quand on analyse son évolution au cours du temps, on se rend compte que les enfants, du fait de la construction de l'indicateur, sont les premiers à souffrir de la malnutrition et que vous avez des chiffres absolument effroyables, comme je vous le disais, qui vont impacter tout au long de la vie de la personne, sa capacité intellectuelle, émotionnelle, créative, etc. On a aussi quelque chose de très intéressant, donc on retrouve à peu près la même géographie, mais on a quelque chose de très intéressant, c'est que dans les deux continents qui connaissent des très gros problèmes de sécurité alimentaire, c'est le continent africain et le continent d'Asie du Sud, en particulier l'Inde, vous avez des déterminants de l'insécurité qui sont radicalement différents. En Afrique, c'est le manque de nourriture, probablement qui pèse plus lourd, et la mortalité infantile. Et en Inde, c'est très clairement l'insuffisance pondérale des bébés. Et cette insuffisance pondérale des bébés, de nombreuses études le montrent. Alors l'avantage, c'est que c'est des chiffres réels, ce n'est pas des ratios hypothétiques, puisque c'est des recensements médicaux de politique publique, de santé publique. Et on se rend compte que c'est lié à des problèmes culturels avant tout. Donc, vous voyez, savoir si la planète va pouvoir nourrir le monde, ça se traduit peut-être d'abord, avant tout, par un changement culturel du soin apporté aux enfants des femmes indiennes par rapport à cet énorme sous-continent indien qui pèse pour 30% des affamés du monde. Et donc, ce ratio a heureusement progressé. Donc on a fait des progrès dans beaucoup d'endroits du monde. Par contre, si vous regardez les perdants, ceux qui ont perdu en ratio et ceux qui ont gagné, vous vous rendez compte que le grand déterminant de cette perte de ratio, c'est les conflits et c'est l'instabilité politique. C'est la RDC, c'est le Zimbabwe, c'est la Corée du Nord qui ont effectivement en 20 ans perdu sur le GHI. Donc voilà, si vous voulez, le deuxième partie de mon exposé va traiter de l'agriculture par rapport à ça. Donc un essai de savoir qui étaient ces affamés de la FAO, il y a 3-4 ans, a abouti à ces chiffres-là. Sur les 925 millions de sous-alimentés, 80% sont ruraux, en grande partie des agriculteurs, qui sont supposés nourrir et se nourrir. Et 20% sont des urbains pauvres. Incidemment, quand il y a eu les émeutes dites de la faim, on a beaucoup entendu les 20% urbains et absolument pas entendu les 80% ruraux. On ne les entend jamais, les ruraux. Par définition, les agriculteurs sont inaudibles. Et donc l'agriculture est au cœur du problème de la sécurité alimentaire, mais pas au sens où on l'entend
d'une capacité globale de produire suffisamment de calories pour tout le monde, mais d'une capacité de nourrir ses producteurs, ses agriculteurs, ce 1,5 milliard de personnes qui vivent directement de l'agriculture. Alors, deuxième partie, comment l'agriculture change aujourd'hui? Pierre Pagès a montré l'énorme gain de productivité des agricultures, mais je voudrais quand même dire que sur les 600 millions d'exploitations agricoles du monde, il n'y a que 30 millions de tracteurs aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez en gros 40 millions d'exploitations agricoles qui sont sur un schéma de technicisation, de modernisation, au sens où ils peuvent embarquer de la génétique, des fertilisants, des pesticides. Et donc, si vous voulez, je rappelle quand même que près de la moitié des actifs, 40% des actifs au monde, vivent directement de l'agriculture et que les 3/4 des pauvres du monde sont liés à l'agriculture. Donc, si vous voulez, on a cette question d'enjeu par rapport à l'agriculture. Il faut clairement augmenter la production, ça c'est clair. Il faut intensifier la production, mais avec un cahier de charge et une notion de la performance qui est probablement radicalement différente du strict rendement. Il faut intégrer le rendement, les aspects nutritionnels, les services écosystémiques et évidemment la génération d'emplois et de revenus. Puisque un des problèmes de l'agriculture des pays du Sud, c'est de générer du revenu. Comme l'a dit Pierre Pagès, la protection est indispensable, mais in fine, avec la démographie africaine, avec un continent africain qui ne se dirige pas vers l'industrialisation, aujourd'hui, vous avez 300 millions, dans les 15 prochaines années, vous aurez 350 millions de jeunes arrivant sur le marché du travail en Afrique, et là-dessus, il y a 60% de ruraux. Ça fait beaucoup de jobs à trouver dans l'agriculture. Et il n'y a pas beaucoup de jobs dans les villes. Donc, si vous voulez, on attend beaucoup de l'agriculture aujourd'hui. Moi, je suis d'accord avec Pierre Pagès, il faut la protéger. On lui demande des services écosystémiques, on lui demande de préserver les paysages, d'éduquer les enfants des écoles pour savoir ce que c'est qu'une poule, pondeuse, etc. Et ma conception des choses, c'est que ce n'est pas possible, ce n'est pas sûr que tout ça soit bien raisonnable sans des vraies politiques publiques qui aident les agriculteurs à s'en sortir. Et face à ça, la modernisation agricole, qui a été les fondements de la révolution verte et aussi de l'ensemble de l'industrialisation de l'agriculture dans les pays riches, c'est basé sur un paradigme qui est très simple, qui est de dire on a des variétés très performantes en conditions non limitantes, on supprime les conditions limitantes par de l'engrais, de l'irrigation, des pesticides, et on supprime tout le reste de la biodiversité pour ne garder que la biodiversité utile produisant du rendement. On se rend compte que, et ça a été vrai dans les agricultures du Nord, dans les pays du Nord, et ça a été vrai dans les pays de la Révolution verte, Asie du Sud-Est et Inde, l'Afrique et l'Amérique latine n'ayant pas été touchées de la même façon. Résultat, augmentation extraordinaire des rendements, remarquable, probablement ayant contribué à sauvegarder des grands espaces agricoles pour produire de la nourriture, une très grande augmentation pour ceux qui ont eu accès aux tracteurs et au pétrole de la productivité du travail, mais aussi des effets avec quelques impasses sur une certaine dégradation des sols, des pollutions, une équation énergétique qui n'est pas évidente à être durable, et puis des pertes de biodiversité que j'illustre là, si vous voulez. En gros, l'agriculture, dans sa marche depuis le néolithique, on connaît 300 000 espèces végétales, 100 000 sont utilisées par l'homme, 30 000 sont comestibles, 7 000 sont utilisées aujourd'hui comme nourriture, 120 sont importantes à l'échelle nationale dans les agricultures, 30% fournissent 90% des calories alimentaires, c'est celles qui sont travaillées par la recherche, et 3 fournissent 60% des calories alimentaires. Donc un véritable entonnoir, et dans ces trois espèces, un grand entonnoir aussi sur la diversité génétique des espèces. Donc si vous voulez, les impacts ont été drastiques dans les agricultures du Nord. Pour la réduction, aujourd'hui on est à moins de 2% de population active dans l'agriculture. Évidemment, il y a des emplois induits, mais il y a eu d'autres emplois qui sont créés ailleurs. Il y a eu... cette modernisation de l'agriculture est arrivée au moment des grandes guerres, il y a eu la grippe espagnole, il y a eu les grandes émigrations. Aujourd'hui, on se retrouve avec des continents qui devraient faire cette transformation, cette mutation, et qui n'ont pas l'industrie, la capacité de migrer, etc. Et donc, on se retrouve avec une impasse, d'une certaine façon, par rapport à la réduction du nombre de producteurs. Si on raisonne en termes économiques, on se rend compte, c'est ce que disaient il y a 30 ans les gens de la Révolution verte, il y a 40 fermes en Inde, elles ne sont pas viables, il faut qu'il y en ait 39 qui dégagent, ils vont en ville, et puis il y en a une qui va être viable. Aujourd'hui, en Afrique, ça n'est pas possible, vu l'équation démographique. La deuxième chose, c'est l'industrialisation de l'agroalimentaire, qui a permis des gains extraordinaires en termes de disponibilité. La distribution s'est rationalisée, ça a limité les pertes, ça a augmenté la sécurité sanitaire des aliments. Mais d'une certaine façon, ça a entraîné ce qu'on appelle la révolution des supermarchés,
que les agriculteurs français ont mis 40 ans à avaler, que les Brésiliens ont mis 15 ans et que les Africains sont en train de devoir avaler en 5 ou 10 ans. L'arrivée de supermarchés avec des capacités de négociation énormes par rapport à des tout petits producteurs qui déstructurent, si les politiques publiques ne sont pas prises, complètement la capacité de... Et donc l'agriculture est en train de se transformer, entièrement pilotée par un aval qui est très capitalisé et qui a des pouvoirs de négociation et des lobbies politiques énormes. Et donc on a vraiment aujourd'hui un enjeu qui est une question sur une vision radicalement nouvelle de la performance agricole. Voilà, alors dernière partie de mon exposé, c'est peut-être la partie la plus originale. En tout cas, moi, c'est une partie nouvelle pour moi. C'est un travail qu'a fait le CIRAD avec Action contre la faim, avec l'IRD, pour essayer de comprendre le lien qu'il y avait entre des politiques de développement agricole dans des régions des pays du Sud, des interventions sur des subventions, sur des structurations, etc., et le statut nutritionnel des producteurs. Puisque on n'est pas dans une équation globale, il ne s'agit pas de fournir des kilocalories pour le monde entier, il s'agit de nourrir les 600 millions d'exploitations familiales qui travaillent, les 1,5 milliard d'actifs dans l'agriculture familiale aujourd'hui. C'est ça l'équation de la sécurité alimentaire. Ce n'est pas de fournir suffisamment de calories pour que le commerce s'en empare pour gérer. C'est vraiment aujourd'hui l'équation de la capacité de changer le statut nutritionnel des producteurs au niveau de leurs exploitations. Et donc, ça peut paraître très lointain, intervention politique agricole, statut nutritionnel des femmes et des enfants sur les exploitations. Et donc, les chercheurs Sandrine Dury, Arlène Alpha et Anne Bichard ont développé une matrice qui est volontairement illisible. Rassurez-vous. Ceci dit, c'est d'une complexité extrême et le cheminement des décisions d'impact d'une politique publique par rapport à l'augmentation d'un rendement, comment c'est négocié au niveau du marché et in fine comment ça se répartit au niveau de l'accès à la nourriture dans la famille, on a identifié 6 points de risque potentiels qui permettraient d'être plus attentifs par rapport à ce que le développement agricole peut apporter au statut nutritionnel des familles. Et je vais détailler un petit peu ces 6 points. Alors le premier point, si vous voulez, c'est le fait qu'on augmente le revenu agricole. Alors, encore une fois, je vais être très prudent par rapport à ça. Il n'y a aucune loi qui se détache de ça. C'est un travail bibliographique sur 20 ans de projets agricoles dans le monde entier, beaucoup de bibliographie. Et ce n'est pas du tout une remise en cause du développement agricole, au contraire. Par contre, c'est des points de vigilance par rapport à des effets pervers qu'on n'a pas vus et qui sont très souvent contre-intuitifs. Premier risque, c'est le fait qu'on augmente le revenu agricole et qu'in fine, on diminue le budget consacré à la nourriture. Par exemple, un exemple très simple qu'on a vu au Caire, des producteurs de lait qui se nourrissaient de leur lait. Et le moment où ils l'ont vendu, les termes de l'échange ont fait que l'argent qu'ils gagnaient avec le lait leur donnait accès à une nourriture moins riche, moins équilibrée sur le plan nutritionnel que ce qu'ils avaient avec leur lait. C'est un exemple basique, mais quand vous regardez un petit peu tout ce qu'il peut y avoir comme dépendance générée d'un accès au marché, encore une fois, l'accès au marché est nécessaire, mais ça génère d'autres aspects comme des dépendances, et ça peut effectivement changer la répartition des revenus et des dépenses. Par exemple, on s'est rendu compte qu'au Burkina Faso, quand on augmentait le revenu d'exploitation par une augmentation de rendement, de coton, de maïs, les ménages choisissaient de consacrer plus d'argent à l'éducation et au transport plutôt qu'à la nutrition. Donc risque sur l'état sanitaire et nutritionnel des enfants. Et troisième problème, c'est le fait que les cultures commerciales dès qu'on rentre dans un marché, dans la plupart des pays, en particulier africains, c'est les hommes qui les pilotent. Les hommes n'ont pas du tout la même conscience de la nutrition de la famille que les femmes. Et quand on passe d'un statut d'une culture vivrière à un statut d'une culture commerciale, on arrive à un risque de dégradation très fort du statut nutritionnel de la famille, en particulier des enfants. Deuxième risque, c'est le problème de la spécialisation. La révolution verte a augmenté de façon faramineuse la production de riz en Inde, en Chine, mais du même coup a diminué la production d'autres productions, par exemple des légumineuses. On a eu, c'est plus le cas maintenant, mais on a eu au moment de la Révolution verte, une dépression. Les gens préféraient aller vers une céréale qui était de prix garanti, subventionnée en termes d'intrants, etc. Et donc on a eu des effets pervers sur le marché des productions du fait de la spécialisation. Parce que le marché de la nourriture, évidemment, je le rappelle, n'est pas fluide au niveau global. Ce n'est pas parce que la nourriture est disponible à un bas prix à Chicago qu'elle est disponible à Bobo-Dioulasso. Et donc, in fine, le statut nutritionnel des familles dépend de leur accès local.
Et donc on a aussi beaucoup d'exemples au Burkina, au Mali, en Zambie, sur des cas où la spécialisation du fait d'une attraction par rapport à un marché a dégradé le statut nutritionnel de famille. Encore une fois, ce n'est pas la règle. Là, c'est un risque de rapport de prix défavorable à la nutrition. Ça, je passe rapidement. C'est quand, par exemple, des pays, pour satisfaire leurs urbains, décident de subventionner le sucre ou l'huile ou la farine, et sans considération nutritionnelle. Donc il peut y avoir effectivement des effets pervers par rapport à même des obésités induites, des surpoids induits, des déficits nutritionnels induits, du fait d'un détournement, enfin d'une politique qui n'a pas pris en compte le facteur nutritionnel. Quatrième risque qu'on a beaucoup travaillé, c'est le risque de dégradation du rôle des femmes dans la modernisation de l'exploitation agricole. Deux exemples très importants. On a fait des enquêtes dans les pays sahéliens. On s'est rendu compte que très souvent, l'intensification agricole générait plus de travail pour les femmes. Même quand on mécanisait, au Mali, on a eu des exploitations où on mécanisait, le désherbage était fait à la main par les femmes. C'était 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de plus de travail par jour en saison des cultures. Et ces 1 heure et demie, 2 heures étaient 1 heure et demie, 2 heures de moins de soins consacrés à la famille. Et on a ce qu'on appelle le paradoxe de Sikasso, où on a une augmentation en Sud-Mali du revenu global des producteurs de coton, avec une très forte dégradation du statut nutritionnel des agriculteurs. Enfin, un risque très, enfin pas enfin, avant-dernier, un risque sanitaire très important, c'est l'intensification non raisonnable des choses, c'est des risques environnementaux. Par exemple, l'élevage dans l'Asie du Sud-Est, la cohabitation des élevages intensifs et de l'homme, des zoonoses assez fortes, des diarrhées qui provoquent des chutes de capacité d'assimilation des nutriments, des mortalités, des aflatoxines sur maïs, vous savez très bien ce problème de stockage. Quand on a un marché à satisfaire, on stocke dans des conditions qui ne sont pas toujours favorables. On a des aflatoxines et effet terrible, ces effets de normes. Il y a des exemples en Afrique du Sud où le gouvernement a dicté des normes que pour être commercialisé, le maïs devait être sain. Et donc, les producteurs gardaient le maïs fusarié avec des aflatoxines et vendaient le maïs sain. Donc, ils avaient un double fardeau. Ils vendaient leur maïs sain qu'ils avaient produit. Les termes de l'échange n'étaient pas très bons, mais ils avalaient le maïs qui, in fine, s'est trouvé dans la bière. À la fin, ils ont trouvé une solution. Les pesticides, et en particulier au niveau du maraîchage, dans les zones périurbaines, les nappes sont extrêmement polluées aux pesticides. Il n'y a pas de normes. Énormément de causes. Enfin, on pourrait dire que 95% des mortalités dans le monde dues aux pesticides sont en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Pour des questions de mise-usage, ils sont pratiquement que là, parce qu'on ne mesure pas, il y a des produits encore interdits qui sont commercialisés, etc. Donc des effets très forts de l'intensification. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de pesticides, pas de fertilisants, mais il faut être conscient du risque que ça génère en termes de santé des populations. Et enfin, dernier problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de situations win-win quand on augmente le développement agricole. Il y a toujours de l'éviction. Et on a pu le documenter dans beaucoup de cas. Vous réussissez à organiser une filière d'exportation, eh bien, ça veut dire que certains producteurs n'arriveront pas à s'aligner et donc vont être repoussés dans des périphéries agricoles dans la compétition et donc vont avoir un statut nutritionnel dégradé. Je ne dis pas que pour ça, il ne faut pas favoriser l'exportation ou les organisations de marché, mais il faut être conscient des risques que ça provoque directement, et en particulier par rapport aux terres, l'accès aux terres. Le fait qu'on capitalise l'agriculture, ça engendre des choses qui s'apparentent à une compétition pour la terre, pour la technique, pour l'innovation, et qui peuvent avoir un impact direct sur la nutrition. Donc en conclusion, si vous voulez, avec toutes les précautions requises, parce que c'est un sujet d'une complexité extrême, ce n'est pas pour dire que le problème quantitatif est résolu, mais il est un peu derrière nous. On ne voit plus dans les images d'insécurité alimentaire de déficit calorique ou de déficit protéique comme on le voyait dans les années 70-80. Aujourd'hui, c'est la faim cachée qui prédomine. C'est des problèmes liés à la natalité, à la néonatalité. Et je pense qu'il faut faire très attention aux raisonnements trop globaux parce qu'on loupe une grande partie de la réalité. La deuxième chose, c'est que la sécurité alimentaire nous renvoie à des choses très, très symboliques, très intimes. L'aliment fascine. Tous nos dérèglements alimentaires dans nos sociétés riches, que ce soit l'anorexie, la boulimie, etc., c'est quelque chose qui est finalement lié à l'insécurité alimentaire. Et il ne faudrait pas trop vite le passer. Donc les questions de l'alimentation sont complexes. Vous savez, par exemple, je prends un exemple très simple,
Il y a deux grandes écoles au niveau de la consommation alimentaire ou nutritionnelle. C'est l'État doit légiférer sur la qualité nutritionnelle des aliments. Par exemple, le sel dans les chips, on a trop de sel dans les chips. Les industriels résistent en disant non, c'est la liberté du consommateur bien informé de choisir des chips, même trop salés. Donc ces deux écoles apparaissent, mais on se rend compte très bien, par les sciences de la consommation, qu'in fine, le consommateur n'a pas beaucoup de choix. Même très informé, avec des étiquettes très détaillées, les politiques publiques sont indispensables en termes nutritionnels pour augmenter. Et donc c'est vraiment une question largement multisectorielle. Troisième point de conclusion, il y a une transformation inévitable des agricultures, mais le cahier de charge est très lourd, très très lourd. Mais par contre, les études qu'on mène au CIRAD montrent qu'un développement agricole qui soit soucieux des problèmes nutritionnels est possible, et il est complexe, mais de toute façon, il fait appel à un mot-clé dans tous ces problèmes-là, c'est la diversité. La complexité renvoie à la diversité des situations et à la diversité des solutions. On ne pourra pas avancer sur ce problème de la sécurité alimentaire sans impliquer les producteurs. Alors évidemment, il y aura besoin de politiques publiques au niveau national, même au niveau international, des régulations. Mais la clé du problème se situe au niveau des producteurs, de leur capacité d'apprentissage, d'organisation, de lobby et de développement. Et là, je pense que la recherche peut appeler d'autres questions, donner d'autres éléments, mais la clé, c'est vraiment le respect donné à la capacité, ou donner la capacité aux producteurs de s'organiser et de définir leur propre futur. Merci beaucoup.